Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième course de Formule Régionale Moyen-Orient du week-end. C'est le premier meeting de la saison et on a déjà été bien gâtés. Alors, si vous n'avez pas suivi hier, on avait suivi tous ensemble la première course du week-end et cet après-midi aux alentours de 14h50, il y avait la course 2 que j'ai rattrapée avec quelques dizaines de minutes de retard qui a donné en fait un double podium français avec Enzo Deligny en troisième position et Théophile Naël en deuxième position. Je vais directement passer avec le classement du championnat, car il y a des petites surprises dans ce classement de championnat, on va pas se le cacher. Freddy Slater est en tête, ça, vous me direz, c'est assez logique. Freddy Slater avait dominé la course 1, a signé les deux pole positions, car il repartira en pole position pour la course tout à l'heure dont le départ est prévu à 17h40. Donc Freddy Slater devant, pas de souci. Le souci, en tout cas la grosse surprise, c'est que le barème de points de la course 1 et de la course 2 est identique. Et en course 2, on avait le droit à une inversion du top 10 au niveau de la grille de départ, ce qui nous donne voilà, des choses assez surprenantes. Canatoli est deuxième du classement. C'est extrêmement surprenant, mais voilà, Canatoli a fait une course vraiment très solide, très sérieuse pour décrocher sa première victoire en formule régionale. Suit ensuite le très surprenant Théophile Naël, là aussi très sérieux P2, mais malheureusement, si vous avez suivi la course 2, la course de ce début d'après-midi, vous avez pu voir que voilà, Théophile Naël n'a pas vraiment été en lutte pour la victoire. Est-ce qu'il le pouvait vraiment? En tout cas, on sentait que la ART était supérieure à la Saint-Éloque globalement, mais par contre, Théophile Naël n'a nullement été inquiété par son compatriote Enzo Deligny qui a décroché son premier podium en formule régionale. Alors certes, Enzo Deligny a passé une bonne partie de la course dans les rétroviseurs, mais il n'a fait aucune erreur face à Ugo Gochoku. Salut à ceux qui rejoignent dans le chat, comme vous voyez, on a déjà un classement qui commence à se former avec ces deux premières courses. Voilà, c'est pas complètement représentatif. Je pense qu'on aura un classement un peu plus représentatif après cette course 3, car pour établir l'ordre de la grille de départ de la course 3, on a pris les résultats de la deuxième séance de qualification, qui sont assez similaires à la première séance de qualification, c'est-à-dire que Freddy Slater repartira en pole position devant Evan Giter encore une fois. Contrairement à la Q1, à la première séance de qualification, la deuxième séance de qualification, Slater avait largement dominé tout le monde, avait collé 4 dixièmes à Evan Giter et 6 dixièmes à Ernesto Rivera. Très très belle surprise, hein, le pilote mexicain, encore une fois. Je remonte un peu les commentaires, hein. Merci déjà à ceux qui rejoignent dans le chat. Tellement d'aigle pour Kato, sans ça c'était un podium facile. Alors oui, d'ailleurs vous voyez Taito Kato avec une licence française, le pilote japonais. Oui, c'est vraiment dommage, il partait quatrième, il a calé, il est reparti dernier et il est remonté tout du long pour finalement arracher le point de la 12e place, mais que c'est frustrant. Enfin, mais en tout cas, il y a un potentiel de fou. De toute façon, pour ceux qui ont suivi avec moi la F4 française l'an dernier, on le sait, je le sais, tu le sais, vous le savez, nous le savons, Taito Kato a un très gros potentiel. Est-ce que c'est un potentiel de pilote de Formule 1? Il est beaucoup trop tôt pour le savoir, mais pour le moment, c'est très 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 sérieux. Et donc malgré ce calage, il a réussi à arracher les points, donc félicitations à lui. Est-ce que, ouais, t'as vu l'extrait de Squeezie qui a dit vouloir aider les jeunes à courir en sport auto? Oui, je l'ai retweeté, c'est intéressant, à voir ce que ça donne, mais en tout cas, voilà, il a l'air de vouloir investir pour certains pilotes, pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, plus il y a des investissements sur les jeunes pilotes français, le mieux c'est. On sait qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin. Je pense à des jeunes pilotes en F4 qui débutent en F4 comme Andy Consani par exemple, ou Iglesias ou ce genre de pilotes. Voilà, la théorie c'est bien, en pratique ça serait encore mieux. Donc on verra ce qu'il se passe. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir mettre déjà. J'ai l'impression, honnêtement, qu'on va peut-être que lancer le live, enfin, la course va peut-être être lancée un petit peu en retard, car j'ai l'impression à 17h30 les voitures étaient pas sur la grille de départ, alors que là on enchaîne. Jake Sanson, le commentateur original, le commentateur officiel, interview pas mal de pilotes français là, en ce moment. Je crois que Squeezie veut investir 1 an pour leur donner de la visibilité et après qu'ils soient autonomes. Ah, c'est pas comme ça que j'avais compris. Enfin, de ce que j'ai compris, j'avais plutôt vu les choses en mode
On les soutient pendant un an et selon leur performance, selon ce qu'ils font, on voit s'il faut continuer ou pas. Donc le GOAT derrière Percy bien sûr. Ouais, bah de toute façon il y a les deux, hein. Enfin il y a les deux et puis il y a Gasly, il y a Ocon, il y a aussi cette une un peu plus récente. Bon, voilà, en espérant peut-être que voilà, il y a d'autres une de l'équipe qui rejoignent le décor incessamment sous peu. C'est bon, Gilles a un excellent anglais pour un pilote français, il a vraiment un très léger accent. Il est pas mal honnêtement, il est pas mal. Merci beaucoup à Cycloexan pour le 3e mois de sub. Je suis pas Squeezie mais je soutiens quand même. Et si Squeezie veut faire un raid sur la chaîne, je suis pas contre, hein. Je suis pas contre. On n'oublie pas que j'ai créé la page de Lucas Auchard, de Squeezie, quand j'avais 15 ans ou quelque chose comme ça. Donc, pourquoi pas, si tu veux me remercier comme ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, on va se concentrer un peu plus sur la course qui va pas tarder à démarrer. Tu n'avais pas eu une pub par Le Bouzeux? Oui, excellent. Oui, complètement. C'est qui le français avec le pire accent? Ouah, je vais pas tailler les pilotes et je pense que je connais pas, je saurais pas dire. Je saurais pas dire parce qu'après il y a des pilotes français très jeunes évidemment qui ont pas un accent anglais exceptionnel, mais c'est parce qu'ils restent encore très jeunes. Allez, on va se concentrer sur la course avec évidemment l'homme à battre, Freddy Slater, 16 ans, mais voilà, il a une énorme cible sur son dos. L'homme en pole position, l'homme qui a déjà remporté sa première course de Formule régionale. Voilà, c'est tout simplement, on sait que s'il n'arrive pas à être battu au départ, ça va être très dur d'aller le chercher ensuite. Est-ce que cet homme peut le faire? Est-ce que Evan Gilter peut le faire? Il a décroché son premier podium pour sa première course sur le circuit d'Yas Marina. Contrairement à Slater ou contrairement à d'autres pilotes, Gilter lui découvre le circuit de Yas Marina cette semaine. Donc ça va être c'est très intéressant à suivre. On va reparler de la F4 un petit peu plus tard. Ernesto Rivera, vous le voyez, le pilote mexicain de 16 ans, lui aussi premier week-end en Formule régionale. Tout simplement, ce week-end, on comprend pourquoi Red Bull l'a recruté après une très bonne saison de F4 déjà, mais là, clairement, une excellente séance de qualification qu'il a placée au 3e rang. Ernesto Rivera, c'est du très solide, il y a eu des belles manœuvres, des beaux dépassements. Il est devant son coéquipier mexicain, là encore, Jesse Carrasquedo, très surprenant, très belle progression comparée aux années précédentes où ça a été un peu plus compliqué. En 2024, il y a eu du mieux. On rappelle, c'est un ancien très grand espoir mexicain qui a eu quelques problèmes de santé et il a l'air de remonter la pente, donc à suivre. On retrouve ensuite le local Rachid Aldairi pour Mumbai Falcons, coéquipier lui aussi de Freddy Slater, pilote à suivre. Évidemment, il a décroché la 2e place lors de la course 1 après avoir pris le meilleur sur Evan Gilter au niveau du premier tour. Donc ouais, j'ai vu le finish en F4, ouais, 138 millième le top 3, non, c'était exceptionnel, j'ai surtout vu l'arrivée, mais oui, ça annonce une grosse saison entre Emanuele Olivieri et Kin Nakamura Berta, peut-être Thomas Solsermanis aussi, et Alex Powell qui a malheureusement une malchance assez dingue, vu qu'il a eu deux soucis mécaniques, en tout cas un calage là sur la course 3. On a vu Ugo Gochukwu à l'écran, le vainqueur du Grand Prix de Macao, qui a frôlé le podium à la course 2 face à Enzo Dellini, mais il n'a pas pu trouver la faille. Devant, enfin, le Britannique Reza Siwurotoon, le malchanceux, là aussi, de la course 1, qui a abandonné sur un problème mécanique alors qu'il évoluait en 7e position. Oui, Powell a juste calé, oui, je parlais des courses précédentes. Powell a calé, mais je parlais des courses précédentes. Une sacrée malchance quand même pour le pilote jamaïcain, surtout quand Emanuele Olivieri, son coéquipier, lui décroche déjà 2 victoires. Wow, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais loupé le départ. En attendant, voilà les meilleurs moments de la course 2, qui se passait 2 jours. On va revoir voilà plusieurs dépassements. Là, on a vu notamment à l'image Evan Gilter qui a pris le meilleur sur Ernesto Rivera. Je pense pas que la course elle va démarrer à 40, hein, ça paraît juste. Hein. Je vais peut-être remettre un petit peu le championnat, ou en tout cas moi je vais remettre le championnat pour un peu qu'on puisse voir, puisque on a beaucoup parlé voilà des pilotes qui s'élancent au niveau des premières positions. Mais voilà, pour le moment au championnat, on a quand même Canatoli, vainqueur de la course 2, de la course à grille inversée, mais qui est 2e au championnat. Théophile Naël qui est 3e. Evan Gilter, il a certes décroché un podium hier lors de la course qu'on a suivie ensemble, mais en attendant, il n'est que 6e avec le même nombre de points exactement qu'Enzo Dellini, car ils ont fait tous les deux
un podium, une troisième place et une septième position. Donc voilà, cette course 3 va être assez déterminante quand même. On n'est que au premier meeting, certes, mais pour la suite de la saison, pour la suite de la campagne de Formule Régionale Moyen-Orient, cette course va déjà être assez intéressante. Jin Nakamura nous montre pourquoi Toyota le soutient. Ouais, alors la qualification n'était pas forcément exceptionnelle, mais clairement, en course, on a vu des belles choses. Kanatoli, a priori, il est sous licence japonaise cette année, mais il était sous licence britannique l'année précédente. Donc je sais pas s'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de l'âge. Voilà, c'est des choses un peu floues, mais tout, malheureusement c'est toujours comme ça, c'est toujours des questions un peu administratives à ce niveau-là, ces questions de licence. Si on continue de descendre un peu la grille, parce que le réalisateur s'est arrêté à Reza Siroutun, mais ensuite on va retrouver Théophile Nael, notre deuxième français qu'on retrouvera en Formule 3. On rappelle que Théophile Nael, il a beau certes être troisième du championnat, il ne fera que les 2 premiers meetings, il est là pour se remettre en jambes en vue de la saison de Formule 3, alors que le tour de formation va finalement bien partir à 17h40, j'ai été mauvaise langue j'avoue. Le début du tour de formation, attention, pas de mauvaise surprise quand même. Ensuite, juste après Théophile Nael, on retrouve Jin Nakamura, le pilote Toyota, devant l'autre RS de Akshay Bora. Donc vous voyez les 3 RS qui sont dans le top 10. On retrouve ensuite Taito Kato, le pilote japonais qui nous a montré, le pilote japonais sous licence française, qui nous a montré un rythme de course très 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 intéressant. Ça va vraiment pilote à suivre. Très honnêtement, avec Ernesto Rivera, Taito Kato et lui sont vraiment les 2 pilotes qui m'ont le plus impressionné sur ce meeting. Car on va pas se le cacher, Freddy Slater ou même Evan Gilter, c'est des pilotes qu'on attendait aux avant-postes. Ensuite, après Taito Kato, sur la 6e ligne, on retrouvera le vétéran australien Aaron Cameron qui nous vient du Supercars, puis le vainqueur de la course 2, Kanatoli, seulement 13e, qui aura fort à faire. Juste derrière lui, il partagera la 7e ligne avec Enzo Dellini. Enzo Dellini qui a déclaré sur Instagram qu'il avait eu un problème technique en qualification. Il a pu remonter en course lors de la course 1. Il a arraché la 7e place vu que Ugo Chukwu avait finalement reçu une pénalité pour un incident causé, pour une collision causée. Ugo Chukwu qui était tombé de la 6e à la 10e place. Donc Enzo Dellini avait fini finalement 7e et Enzo Dellini a décroché son premier podium en Formule régionale. On va pas l'oublier. Il n'avait pas eu de podium de toute la saison de FRECA. Là, même si c'est une course à grille inversée, il n'empêche que ça reste un premier podium pour Enzo Dellini qui va peut-être enfin débloquer quelque chose, ne serait-ce qu'au niveau peut-être confiance, niveau mental. Peut-être qu'il y a quelque chose il peut peut-être construire là-dessus. En tout cas, il partira 14e, juste devant Brando Badoer, seulement 15e. Alors que vous voyez, voilà, de nouveau toute la grille de départ, Slater, Gilter, Rivera, Carrasquedo, Aldaire, Ugo Chukwu, Siwu, Rutun, Nael, Nakamura, Bora, Taito Kato, Aaron Cameron, Kanatoli, donc en 13e position devant Enzo Dellini. En vrai, en Formule régionale, tu finis 10e de la course 1, t'es quasi sûr de gagner la 2e. Ah, je sais pas, hein, Kanatoli, il avait vraiment un rythme très 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 intéressant. Alors, évidemment, alors c'est vrai que il y a aussi une composante dont on n'a pas forcément parlé, c'est au niveau des pneus. Il y a des pilotes qui ont fait le choix de garder leur deuxième train de pneus neufs pour la course 2, quand certains pilotes ont fait le choix de garder leur deuxième train de pneus neufs pour la course 3 qui arrive là. Donc il est possible que des pilotes qu'on a vu performer lors de la course 2, je pense notamment peut-être à Théophile Nael, peut-être à Kanatoli, je pense qu'ils vont être plus en difficulté dans cette course 3. Donc ça va vraiment être quelque chose à surveiller. On n'a malheureusement pas on n'a pas la liste des pilotes qui ont fait le choix des pneus neufs, des pneus usés. Slater a déjà utilisé son train de pneus neuf, c'est ce qu'avait dit Jake Sanson, le commentateur, en effet. Est-ce que du coup alors ça veut dire qu'il aura des pneus donc déjà rodés, donc peut-être déjà plus efficaces un peu sur le départ, on verra ce que ça va donner. En tout cas, les pilotes commencent déjà à s'immobiliser sur la grille de départ. Freddy Slater à gauche de l'image, Evan Gilter, livré rouge et noir, livré Art Grand Prix à droite de l'écran. La grille inversée en Formule régionale, c'est le top 10. C'est le top 10 qui est inversé, le top 10 de la course 1 qui a été inversé. Voilà, la dernière voiture. Oh, il y a des petits soucis là. On s'arrête pas au bon endroit pour Zhang Wei Wang et Finlay Green qui complètent cette grille de départ. Le drapeau vert est agité. Et on est parti pour 28 minutes.
C'est un départ assez compliqué pour Jesse Carrasquedo. Evan Gilter peut-être à l'intérieur. Est-ce qu'il va pouvoir... Oh, Freddy Slater est bien parti. Il a l'air d'avoir une petite marge. Mais Evan Gilter sera à l'intérieur. Attention, les deux RT. Taito Kato, Kanatoli. Freddy Slater va conserver la tête de la course. Oh, c'est parti au large. Rachid Aldairi au ralenti. Il avait décroché un podium, mais c'est lui avec la voiture bleu ciel qui était au ralenti. Slater est toujours en tête devant Evan Gilter, Ernesto Rivera. Puis on retrouve la RS de Ugo Chukwu. Attention à Jesse Carrasquedo juste derrière. Rizasiro Utun, Théophile Nael et une RS que je n'ai pas réussi à identifier, qui est juste en train d'enrouler Théophile Nael. Est-ce qu'il va pouvoir compléter le dépassement? On a une PHM au ralenti, c'est peut-être Brando Badoer qui partait 15e au cœur du peloton. Ça a peut-être été compliqué pour le futur pilote F3. Le pilote McLaren, la RS d'Ugo Chukwu qui est parti au large. Il a l'aileron avant cassé. Le pilote américain. Ah, c'est clairement Ugo Chukwu, Carrasquedo est 4, Reza Sirotun est 5, et je crois que c'est Jin Nakamura 6ème qui a fait une très bonne opération. On a Théophile Nael en 7ème position, je crois que c'est Aaron Cameron 8. Oh, et l'aileron avant qui est parti pour Ugo Chukwu. Bon, je préfère qu'il parte là en ligne droite, on va dire, plutôt que dans un virage à haute vitesse. Attention, Sirotun qui est proche de Carrasquedo, c'est pour la 4ème place. J'essaye de voir où est Enzo Dellini, je n'arrive pas à le voir pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il... Ah, c'est peut-être lui qui a la bataille avec la ART. Et safety car, on va avoir le temps de respirer un petit peu. Ouais, c'est vrai de stack la PHM. Safety car, alors c'est vrai qu'on avait été assez épargné en termes de safety car au niveau de la course 1, il y en avait même eu aucune si je ne dis pas de bêtises, alors qu'en course 2 il y en a eu 2. Je pensais que ça pouvait plus être voilà, une conséquence de la grille inversée, mais peut-être que tout simplement en course 1, pour lancer la saison, tout le monde a voulu la jouer un peu safe, avec un peu plus de marge. Visiblement, là, pour la dernière course du week-end, il y a eu moins de marge de prise. Allez, on va faire un petit point sur le classement. Freddy Slater donc en tête devant Evan Gilter, Ernesto Rivera, Carrasquedo. Au final, Carrasquedo, bien chanceux quand même, hein, puisqu'il avait eu un départ assez compliqué. Il arrive à sauver la 4ème place, alors qu'on attend Ugo Chukwu pour un changement d'aileron avant. Donc je ne sais pas si si la perte d'aileron avant a été causée par un incident avec Carrasquedo. Ensuite, on retrouve Reza Sirotun, un top 5, ça serait très important pour lui. Hein. Il a été très malchanceux vraiment sur la course 1, et ça l'a pénalisé pour la course 2, ça l'a forcé à repartir du fond de la grille. On retrouve ensuite Jin Nakamura, le pilote Toyota, sur sa RS, qui était donc la meilleure des RS actuellement en course. On retrouve ensuite Théophile Nael en 7ème position, Aaron Cameron, le surprenant Aaron Cameron, que j'attendais pas à pareille fête, hein, pour être honnête, en 8ème position devant Taito Kato, la 2ème DART devant Brando Badoer, qui a quand même qui a gagné 5 places sur le départ. Excellente opération de la part du pilote italien. Alors qu'on va revoir le départ. Oh, mais Ugo Chukwu déjà là. C'est dès le départ en fait, il s'accroche avec Rachid Aldairi, et c'est à partir de là en fait Ugo Chukwu et Aldairi donc se sont touchés. Ugo Chukwu a perdu l'aileron avant et Rachid Aldairi a dû avoir une crevaison. Mais en fait c'est ça. Alors, il faudrait qu'on revoie l'action un peu plus au ralenti, mais clairement c'est le même incident qui a envoyé au tapis Ugo Chukwu et Rachid Aldairi, de favoris ou à la rigueur de gros outsiders pour le titre, qui vont donc récolter a priori 0 points. Alors attention quand même, Ugo Chukwu est reparti. On a vu, à la fois en F4, à la fois en Formule régionale, que être dernier après le premier tour, on pouvait quand même finir dans les points. Alex Powell l'a montré en F4 tout à l'heure, Taito Kato l'a montré un peu plus tôt cet après-midi. Donc voilà, c'est pas non plus fini pour Ugo Chukwu, mais en tout cas Rachid Aldairi, là, il perd très très gros. Rachid Aldairi, c'est le 5ème du championnat. Evan, il est combien? Il est toujours 2ème, hein. Il est 2ème, il a réussi à garder sa position au départ. Voilà, je pense, je me suis peut-être un peu emballé sur les départs au niveau du commentaire, où j'ai vraiment cru qu'il pouvait peut-être retarder le freinage sur Slater, mais voilà, c'est assez compliqué de faire à l'intérieur, parce que c'est assez facile aussi d'enrouler à l'extérieur au niveau de cette épingle. Castillo et Stack se sont touchés, mais bon, on s'en fout. Alors, petite anecdote sur Lorenzo Castillo, je ne comprends pas pourquoi, mais il y a un drapeau français sur sa combinaison. Alors certes, il roule pour Saint-Éloque, mais Lorenzo Castillo a un drapeau français. Je suis pas au courant spécialement d'origine française. Peut-être qu'on aura plus d'informations au fil de la saison, mais voilà, c'est à noter quand même.
Ça me gêne de voir que la course 2 accorde autant de points, ça fausse un peu le classement, oui, et je ne saurais pas trop expliquer pourquoi. Alors on rappelle que par exemple en Freka, il n'y a tout simplement pas de grille inversée, mais au Moyen-Orient, ça fonctionne comme ça depuis pas mal d'années désormais. Oui, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Après voilà, on a un classement vraiment très très peu représentatif après 2 courses, mais au final après 3 courses, ça finit par se normaliser. Allez, Freddy Slater qui va gérer la relance de safety car, il n'avait pas eu à le faire en course 1. On va voir comment il va gérer ça, mais visiblement il a très très bien géré ça, le champion de F4 italienne, qui a déjà mis une bonne distance à Evan Gilter. Evan Gilter qui ne va pas être inquiété par Ernesto Rivera a priori. C'est un peu plus compliqué pour Carrasquedo qui tente de couper l'aspiration face à Reza Siroutun. Attention, Théophile aussi un peu sous la pression d'Aaron Cameron. C'est le pilote en 9ème position qui s'est un petit peu endormi dans la Taito Kato. Il a un peu il a été un peu décroché par Aaron Cameron. Allez, on a une relance de safety car quand même assez calme. Rivera, ça va être du lourd pour 40A. Alors oui, tu fais référence à cette future opposition qu'il y aura en Eurocup 3, mais clairement c'est un duel que j'attends. Attention, la RS qui est partie un petit peu au large. Je crois que c'était Akshay Bora qui est parti un peu au large. Mais oui, Rivera qui va affronter Jules Caranta, ou plutôt l'inverse, on va dire, en Eurocup 3. Ils seront tous les deux coéquipiers chez Campos, tous les deux avec les couleurs Red Bull. Ça va être clairement un duel à surveiller. Allez, toujours Slater, qui pour l'instant ne s'envole pas encore trop. Mais petit à petit, on voit déjà 5 dixièmes d'écart. On rappelle les points qui vont jusqu'au top 12. Donc là, on a vu la petite erreur pour Akshay Bora. Ça peut avoir des conséquences au niveau des points. Il y a 2 points pour le 11e, 1 point pour le 12e. On rappelle le barème assez nouveau. 30 points pour le vainqueur, 22 pour le 2e, 18 pour le 3e, puis ensuite 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Canatoli toujours à la bataille. Là, au niveau de la 11e place face à Akshay Bora. Alors Enzo Dellini, il est juste derrière ce groupe, ça serait bien s'il pouvait... non, il n'y a pas de push to pass. Il n'y a pas de push to pass avec les moteurs Alfa Romeo, c'est que en Freka avec les moteurs Alpine. Oh, attention, le groupe de fous furieux qui arrive, ça fait du 3 de front, avec Enzo Dellini derrière en spectateur aux premières loges. Et ça va passer de justesse pour Giovanni Maschio. Splendide manœuvre de Giovanni Maschio sur la Pinnacle numéro 99, livré noir, il va être côte à côte avec Canatoli, le vainqueur de la course 2, et on va avoir les deux RS côte à côte, Enzo Dellini et Akshay Bora. Enzo Dellini qui va être à l'extérieur. Attention, pas de bêtises, vous faites toute la saison ensemble et Enzo Dellini va passer à l'extérieur sans trop de soucis. Giovanni Maschio, c'est sérieux, c'est franchement sérieux, Alors évidemment, ça fait pas mal d'années maintenant qu'il est en formule régionale, mais il a longtemps été considéré comme l'un des pires pilotes de la Freka. En attendant, ça progresse. Oh, attention, la Axel Grand Prix qui est parti un peu au large, c'est Aditya Kulkarni, le pilote indien sous licence britannique, qui nous vient du GB3. Donc on a donc le classement n'est pas à jour, mais donc le classement est à jour, pardon. Maschio est 11e, Canatoli 12, Enzo Dellini 13e à la porte des points, devant son coéquipier Akshay Bora. Il y a un gros gap entre la 10e et la 11e place entre les deux Italiens Badoer et Maschio. Ouais, il a scoré en Freka, Oh, attention, Jack Beaton qui se sent beaucoup mieux, et qui essaye de prendre le meilleur sur la R-Race. Jack Beaton qui a eu une qualification très compliquée, il était malade. Et il est en lutte avec Enzo Dellini. Alors Jack Beaton, il a réussi à passer Akshay Bora, je ne l'ai pas vu. Les deux RS sont complètement perdus. Aditya Kulkarni est même en train de prendre le meilleur sur Akshay Bora, ça c'est lunaire ça comme manœuvre. Enzo Dellini qui tombe au 14e rang. Alors waouh, Jack Beaton là qui s'est réveillé sur cette course là, on le sent beaucoup mieux, beaucoup plus en jambes. Et ils vont aborder la chicane à 2 de front. Enzo Dellini à l'extérieur. Mais Jack Beaton renarde très bien son freinage, très belle manœuvre du pilote le vice-champion de F4 italienne. Akshay Bora n'a plus de rythme, n'a plus du tout de rythme, il se fait passer par toutes les voitures, il va peut-être rentrer au stand. Je ne sais pas s'il est rentré. Oui, et Akshay Bora qui rentre au stand, alors que Enzo Dellini est toujours en train de s'écharper avec Jack Beaton. Malheureusement, là, il perd du temps, c'est pour la 13e place, c'est pour la porte des points. Là, il faudrait plutôt essayer de travailler en équipe pour revenir sur sur Canatoli, sur Giovanni Maschio. J'avoue que, malheureusement, Enzo commence bien sa saison. Alors,
Enzo Dell'Igny a quand même eu un podium sur la course 2, on va pas négliger ça, mais c'est vrai qu'on l'attendait un peu plus haut. Alors qu'on voit Ugo Choku qui commence à remonter, hein. Ugo Choku qui est déjà dans la bataille avec Jaden Pariat, avec Kaida Irenani. Merci beaucoup. Allez, je vais essayer d'en profiter pour remercier tous les follow. Vous êtes énormément à avoir follow la chaîne ou à avoir sub récemment, pardon. Donc, je vais profiter là de ce moment. Merci beaucoup à Noah BRG pour le follow, à DBKMA pour 77 pour le follow, Romain Quack, Fabrice H19, Atitaya, Plastic Lemon Lime, Anzoro33 et Iraiko 12, Sambro 447, RP Funface, Hugo TFC 12 et je crois que je me suis mis à jour. Merci beaucoup à tous. Reza P5 c'est solide. Ouais, clairement c'est un pilote à surveiller. Un troisième de F4 britannique. C'est clairement un pilote à surveiller. Alors que là, on a Lorenzo Castillo sur la Saint-Eloque numéro 10 qui est en train de défendre face à la remontée irrésistible du pilote McLaren Ugo Gochoku sur sa RS. Alors j'avoue que si Ugo Choco finit devant Dell'Igny, ça va piquer un peu. On rappelle quand même en course 1, Enzo Dell'Igny a fini devant Ugo Choco. Il avait fait une très belle remontée. Là, c'est un peu plus compliqué en course 3. Peut-être que Dell'Igny avait gardé ses pneus neufs pour la course 2 et pour garder son podium. Oui, Reza, il a commencé tard, hein, je pense. Hein. Revenir sur Giovanni Maschio, la phrase de fou. Oui, je m'en suis rendu compte en le disant. C'est un peu déprimant. Attention, hein, Ugo Choco à l'intérieur sur Lorenzo Castillo. Oh, attention, il faut finir le virage. Et ça va passer. Lorenzo Castillo qui a quand même un petit peu ouvert, le pilote Saint-Eloque. Qui va tomber au 19e rang. Attention à Rachid Al-Daeri qui va aussi passer sur Castillo. Eh bien, la safety car. Oh, Castillo qui a laissé très très peu de place et ça va repartir en contact. Et le tête à queue pour Lorenzo Castillo. Attention, pas de suraccident. Non, ça s'est bien passé. Lorenzo Castillo qui avait laissé très très peu de place à Rachid Al-Daeri. Mais Rachid Al-Daeri, on pourra considérer qu'il a peut-être un peu forcé à l'intérieur. À voir, peut-être potentielle pénalité. À voir pour le pilote émirati ou le pilote mexicain. Le pilote mexicain qui est aussi été un peu pénalisé tout seul, on va dire. On a Enzo Dell'Igny à l'image, qui s'est fait malheureusement assez distancé par Jack Beaton et qui voit revenir vers lui Aditya Kulkarni. Il doit y avoir un petit souci là pour la RS de Dell'Igny. Parce que là le rythme est assez compliqué, on va dire. Surtout comparé à la course 1 où on avait vu Enzo Dell'Igny se battre avec Taito Kato, avec Théophile Nael, avec Ugo Choku. Là, de le voir se battre avec Giovanni Maschio, Aditya Kulkarni, là c'est compliqué. On revient un peu plus haut au niveau du classement avec Giovanni Maschio sur Canatoli, enfin plutôt l'inverse, Canatoli sur Giovanni Maschio. C'est pour la 11e place, Giovanni Maschio qui arrive à bien défendre, mais ça va vite être une bataille à 3 puisque Jack Beaton est vite revenu. Bora et Dell'Igny se sont touchés, pas pour moi j'ai pas vu, hein. J'ai pas vu ça, mais ça expliquerait pourquoi Jack Beaton est revenu si rapidement. Mais c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir des dégâts. Enfin, en tout cas, Akshay Bora avait une voiture très ralentie. Enzo Dell'Igny n'a plus du tout le rythme. Donc j'espère, en tout cas on ne me l'a pas remontré, mais j'espère qu'il y a eu un contact qui expliquerait cette perte de rythme comparée au reste du week-end. Canatoli, le vainqueur de la course 2, qui va commencer peut-être un peu à s'impatienter, à klaxonner derrière le pilote italien. Imagine quelqu'un en 2023 en train de entendant que quelqu'un se bat avec Maschio. Oui, c'est vrai que Slater il est solide de fou. Alors oui, Slater est solide de fou, mais comparé à la course 1, Evan Gilter tient beaucoup plus la distance. Hein. Face à Slater, il n'y a que 1 seconde 5 de différence. À voir ce que ça peut donner sur la fin de course. Alors certes, Slater a créé un petit gap, mais c'est pas comparable à ce qu'on avait vu en course 1. Hein. Nitram Nitrin qui est là pour tacler, je vois ça. Allez, on suit la bataille pour la 11e place. Canatoli, qui s'est un petit peu montré dans les rétros du pilote italien. Toujours Enzo Dell'Igny, 14e. Et derrière Rachid Al-Daeri sur Wikiliu. Peut-être une bataille qu'on reverra un peu plus souvent cette année en Freca.
Et on revient sur la tête de course, Jesse Carrasquedo, une bataille 100% mexicaine pour le podium. Jesse Carrasquedo sur la Pinnacle numéro 33, à l'attaque sur la Pinnacle numéro 24, d'Ernesto Rivera, livré Red Bull. Ernesto Rivera qui est en train de couper l'aspiration. Attention, qu'est-ce que va choisir Carrasquedo? Est-ce qu'il va tenter? Il va continuer à l'intérieur. Oh, Rivera qui va laisser le minimum de place. Et ça va pouvoir le faire, ça va... Oh non, 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 très bien, excellente résistance d'Ernesto Rivera. Entre coéquipiers, entre compatriotes. Alors évidemment, Rivera, c'est son premier week-end de Formule régionale. Carrasquedo, il en est à sa deuxième saison complète en Formule régionale. Mais quand même, oh, Aaron Cameron qui est parti au large. Attention, Taito Kato qui va pouvoir en profiter. On va pas voir malheureusement la suite de la manœuvre. Mais je pense que Taito Kato a pu passer pour la 8e place le pilote Evans Grand Prix. On va voir, 3, 4, 5, 6, 7, et non, Taito Kato est toujours derrière Cameron, à l'extérieur peut-être, il aura une meilleure réaccélération pour la ligne droite de départ-arrivée de la Formule 1. Taito Kato qui va être à l'extérieur, bon, ça va être compliqué, mais il va essayer de le faire, Taito Kato, on va lui laisser un tout petit peu de place, un trou de souris, et le pilote japonais va peut-être pouvoir passer, non, très bonne résistance d'Aaron Cameron. Parfaitement ce qu'on veut voir, c'était vraiment dans les limites de la piste, dans les limites du règlement, c'était faire. Et pour l'instant, Aaron Cameron reste devant le pilote japonais, mais pour combien de temps? Parce que c'est vrai que là, Taito Kato, il a l'air d'avoir un sacré rythme et de s'impatienter derrière Aaron Cameron, ancien champion des S5000. Voilà, Taito Kato qui est déjà presque à hauteur d'Aaron Cameron. On suit cette bataille de très loin avec cette caméra qui a été installée entre le samedi et le dimanche au niveau de la chicane, et c'est peut-être Brando Badoer qui va pouvoir en profiter. Attention, et Carrasquedo qui est passé, magnifique dépassement du pilote mexicain sur le pilote Red Bull. Oh, le dépassement de Carrasquedo est splendide. Absolument splendide pour le podium. Et on a derrière Théophile qui est en train aussi à la bataille avec Jin Nakamura pour la 6e place. Théophile qui montre de très belles choses, qui montre que sa place en F3, elle vient pas de nulle part. Alors ça, j'aimerais bien revoir. Malheureusement, c'est dommage, la réalisation était concentrée quelque part un peu à raison sur la bataille entre Cameron et Kato et Badoer, mais du coup, ça fait qu'on n'a suivi aucune des deux batailles. On n'a pas vu la fin de la bataille pour la 8e place, et on n'a pas vu le début de la bataille pour la 3e. Taito Kato qui est passé sur Aaron Cameron, qui a un petit peu poussé Aaron Cameron, qui va rejoindre la piste derrière Brando Badoer. Aaron Cameron qui a perdu 2 places dans l'affaire, qui tombe à la 10e place avec 3 points provisoirement. Ouais, alors que Giovanni Maschio, lui, s'est fait passer par Canatoli et Jack Beaton. On ne l'a pas vu à l'image, mais en effet, Giovanni Maschio est derrière ce petit monde, et Enzo Deligny a fait la jonction avec Maschio. Ça a dû perdre du temps. Ils ont dû perdre du temps dans la bataille pour la 11e place. Hein. C'est vraiment assassin de ne pas avoir de caméra à la chicane. Non, mais là, on a une caméra à la chicane. Là, c'est bien mieux comparé à la course 1. C'est pas parfait, certes. Alors qu'on a Théophile Nael à l'image, face à Jin Nakamura. Il reste 10 minutes, hein. Il y a encore le temps pour faire un dépassement. Pas besoin de se précipiter. Mais c'est vrai que là, Slater et Gilter, là, ils sont partis. Hein. Ils sont partis, on ne les revoit pas. On ne les reverra pas, je pense. Attention, Théophile Nael qui sera à l'extérieur au niveau de la chicane. Ça devrait le faire normalement, on verra qui freine le plus tard. Jin Nakamura freine un petit peu plus tard. Et il va pouvoir... Attention, oh, magnifique Théophile Nael. Il va falloir conserver la vitesse maintenant en sortie de chicane. Ça va le faire normalement pour le pilote français qui passe à la 6e position. Et par contre, il va offrir une aspiration magnifique au pilote japonais, qui ne va pas pouvoir vraiment tenter une vraie manœuvre. Non, Théophile Nael a bien bloqué à l'intérieur. C'est propre, ça joue. Magnifique dépassement de la part de Théophile Nael. Théophile Nael qui s'est souvent illustré, par ses dépassements. Ce fut notamment le cas en Freca, je pense à son dépassement sur Brando Badoer à Barcelone, où il avait été absolument étincelant. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est le dépassement de l'année en Freca.
ça avait été nommé parmi les 5, mais les 5 dépassements de l'année, mais visiblement, voilà, la communauté n'a pas choisi exactement comme moi, mais bon, c'était un dépassement sensationnel de la part de Théophile Naël, et encore une fois, un très beau dépassement, moins spectaculaire, certes, mais quand même, il est vraiment allé jusqu'au bout de sa manœuvre, il aurait pu freiner, mais quand même, il faut aussi souligner le fair play de Jin Nakamura, qui aurait pu vraiment fermer la porte et aller à l'accrochage. Alors que Enzo Dell'Igny est passé sur Giovanni Maschio pour la 13e position. Là, Giovanni Maschio, il a peut-être vraiment beaucoup trop tapé dans ses gommes. Hein. C'était quel dépassement qui avait gagné? Je crois que c'était un dépassement de Matteo De Palo, qui ne m'avait pas spécialement impressionné, on va dire, mais au Red Bull Ring, je crois. Rivera n'a pas le même rythme que lors de la course 1. Oui, ouais, finalement, là, c'est... Alors, je pense qu'il a peut-être des pneus un peu plus usés aussi. Carrasquedo, lui, a peut-être mieux géré ses gommes, à l'expérience, hein, c'est normal, hein, vous me direz, hein, c'est normal. Alors que Théophile Naël, à l'attaque sur Reza Siroutun, attendez, c'est exceptionnel la fin de course de Théophile Naël. Est-ce que Théophile Naël va pouvoir, il refait exactement le même dépassement au tour suivant, mais cette fois pour la 5e place? Mais exceptionnel. Mais où est-ce qu'il peut aller comme ça, là, notre pilote français, là? Attention, Reza Siroutun qui va vouloir faire le même dépassement que Jin Nakamura, et ça ne va pas passer. Très très bien géré. Excellente course de Théophile Naël. Ah, on en vient à regretter, on en vient à regretter qu'il fasse pas la saison complète. Hein. Et je pense que chez Saint-Elox, ça va un petit peu regretter ça aussi. Et j'ai cru que c'était un replay du tour d'avant. Naël, en revanche, c'est l'inverse, c'est bien mieux que la course 1. Ouais, après la course 1 n'était pas dégueu non plus, il y avait quand même eu des bons points, il avait fini 8ème, mais là, c'est vrai que là, il est vraiment impressionnant. Un peu comme la fin de saison de Freka, là. Les RS, c'est un peu toutes les RS qui sont en train de s'écrouler, en fait. Alors Enzo Dell'Igny, malheureusement, il y a 3 secondes, hein, 3 secondes de Jack Beaton, il y a 3 secondes de la zone des points, mais c'est vrai que pour les RS, c'est compliqué. Hugo Chukwu, d'ailleurs, qui va commencer à revenir sur Enzo Dell'Igny en 14e position, Akshay Bora, donc du coup, qui est hors course, et Jin Nakamura, là, ça commence à souffrir, il s'est fait passer par Naël, là, il y a Taito Kato qui revient très fort. Alors la chance pour Jin Nakamura, c'est que Reza Siroutun a l'air aussi en difficulté, donc il va peut-être pouvoir choper une aspiration et se défendre face à Kato. En tout cas, on va avoir une grosse bataille hein, pour la 6ème place. Il reste 6 minutes. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent changer. Dites-vous, Gilter va pas en F3 effrayant. Mais clairement, c'est un pilote qui mériterait 100 fois la F3. Mais voilà, il y a aussi eu quelques petits problèmes de régularité pendant l'année. Voilà, il va falloir faire une saison un peu similaire à ce qu'a fait Giusti l'an passé. Où là, Gilter, il va avoir de grosses attentes autour de lui. Et ouais, Théophile Naël revient sur Rivera. Ça va être dur quand même. Taito Kato qui essaye de se montrer. C'est plus de l'intimidation qu'autre chose. Et oui, comme on l'avait dit dans le chat, Hugo Chukwu qui a eu un problème. Alors, je ne sais pas si ça a été, s'il y a eu un incident avec Dell'Igny, mais Hugo Chukwu retombe dans le classement à nouveau. Evan versus Slater en Freka, ça va être exceptionnel, très honnêtement. Vous me direz, je suis peut-être défaitiste, mais voilà, la combinaison Slater-Prema, j'ai tendance à penser que ça va être assez intouchable. On verra ce que ça donne. Une saison, c'est très long. Hein. Oh attention, Taito Kato qui va se faire avoir par Brando Badoer. C'est très bien amené de la part du pilote italien. C'est très bien amené. Ils vont être à hauteur et finalement, Taito Kato va quand même rester devant au niveau du virage 1 du circuit F1. Oh, Brando Badoer, il a pas dit son dernier mot. Il a pas dit son dernier mot. Peut-être là, à l'intérieur, magnifique. Oh, magnifique le dépassement de l'Italien. Le pilote McLaren qui prend le meilleur sur Taito Kato. Allez, va falloir reprendre sa revanche rapidement. Ron Cameron qui est toujours là dans ce groupe, hein, de la 6ème à la 10ème place, ça se tient. Hein. Ça se tient, Jin Nakamura qui a retrouvé du rythme. Et Théophile Naël devant qui va essayer de trouver le meilleur sur Ernesto Rivera. Regardez, il est dans les échappements du pilote Red Bull. Théophile Naël, allez, la spéciale, à l'extérieur au niveau de la chicane. J'ai l'impression qu'il est un petit peu... Oh, il freine beaucoup plus tard et ça va passer. Ça va passer, vous bien tourner comme il faut. Attention, Ernesto Rivera qui aura une meilleure réaccélération quand même. Mais Théophile Naël est encore passé. 4ème position pour le français.
Attention, attention Rivera qui peut avoir une meilleure accélération. Et derrière, ça s'écharpe pour la 6e position. Attention, attention cette fois, Ernesto Rivera sera à l'intérieur. Non, Théo Final a bien défendu milieu de piste. Il va y avoir une bataille pour la 6e position. Et ils arrivent à 3 de front. Ils arrivent à 3 de front au niveau de l'épingle. Malheureusement, la réalisation ne s'attarde pas vraiment sur ça. Et préfère s'attarder sur le pilote français. On va pas se plaindre pour ça, mais quand même un petit peu. Attention aux 3 de front entre Siu, Rutun, Nakamura et Badoer. Avec Taito Kato aux premières loges. Et c'est Badoer qui a tiré les marrons du feu. Devant Nakamura, je crois. Et devant Taito Kato qui était 8ème. Alors qu'on voit Carrasquedo à l'image, tout seul. Tout seul. Et après, 6 secondes après, on retrouve Théo Final qui a déjà lâché Ernesto Rivera. Et ensuite, voici Brando Badoer devant Nakamura, devant Kato. Donc Siu Rutun a malheureusement perdu 3 places là dans l'opération. Les pneus qui partent un peu en fumée. Et il y a quelqu'un pour qui les pneus partent pas du tout en fumée, c'est Taito Kato qui a l'air extrêmement pressant sur Jin Nakamura. Attention, la duel Toyota versus Honda, duel 100% japonais, duel R-Ace versus ART aussi, duel de deux équipes françaises. Oh, et Taito Kato qui va directement la faire à la Max Verstappen 2021 et qui va directement prendre le meilleur sur Jin Nakamura. Alors Nakamura qui va essayer de riposter. Oh, Kato qui va défendre à l'intérieur, Il reste 2 minutes plus un tour encore. Il peut encore s'en passer des choses. Taito Kato qui sera à l'intérieur, Jin Nakamura à l'extérieur au niveau de la chicane. Et oh, le gros blocage de roue de Nakamura qui va essayer de tourner. Il va devoir couper la piste et il va devoir très probablement rendre la position. Merci beaucoup à Anas EC pour le follow, merci beaucoup. Alors Jin Nakamura, oui, c'est bien gentil, il va falloir rendre la position quand même. Puisque, bon, j'ai pas l'impression qu'il rende la position pour le moment. Et Taito Kato va devoir faire le dépassement sur la piste, visiblement. Car Jin Nakamura ne semble pas destiné. Il y a une grosse rivalité, évidemment, entre Toyota et Honda. Bon, eh bien Taito Kato va devoir s'y reprendre à 2 fois. Oh attention, le gros blocage de roue d'Aaron Cameron à la bataille avec Reza Siurutun. Et c'est Canatoli qui est revenu du diable vauvert là. Il était à la 11e position, à des secondes vraiment de ce groupe entre la P6 et la P10. Et là Canatoli se retrouve à la bataille pour la P9 finalement. Deligny qui est revenu à 1,1 seconde des points. En effet, il est revenu dans les échappements, alors dans les échappements au sens large on va dire, de Jack Beaton. Kato toujours juste derrière Jin Nakamura. Merci, tu vas pas recommencer avec tes expressions, je suis désolé. Il y a que en live Twitch que je sors des expressions pareilles. Il y a aussi une belle bataille pour la 10e place entre Cameron et Lee. Malheureusement, Enzo Deini est un peu trop loin pour qu'on le voit à l'image. Ah, c'est les voitures qui arrivent là tout en haut. Enzo Deini qui est encore un peu loin. Et à 1 seconde de Beaton. Alors ça va être intéressant, est-ce qu'il va rester 2 ou 3 tours? Ça dépend de où Slater est sur le circuit. Et bien il restera encore 2 tours après celui-là. Evan est plus fort que 3 quarts de la grille en F3. Je pose ça juste là pour manque de budget, il peut pas y aller. Je sais pas. Oh attention, Taito Kato à l'intérieur sur Nakamura cette fois. C'est propre, c'est efficace à l'intérieur. Net et sans bavure. Est-ce que Nakamura va pouvoir riposter? Alors, 3 quarts de la grille de F3, je sais pas. Mais en tout cas, il mérite incontestablement sa place. Nakamura va riposter à l'extérieur. Mais Taito Kato est franchement bien placé. J'ai l'impression qu'il a des meilleurs pneus là aussi. Oh, Nakamura qui va tenter peut-être à l'extérieur. Non, il va devoir lâcher. Il n'est plus à hauteur. Non, Taito Kato est passé pour la 7e position. Splendide manœuvre du champion de Formule 4 française. Attention à ce qui n'est pas quand même une pénalité pour Jin Nakamura qui aurait franchement dû relaisser passer Taito Kato selon moi. Bon, au final le résultat en est le même, mais Taito Kato n'aura sûrement pas assez de temps pour attaquer Brando Badoer qui s'est échappé avec 2 secondes d'avance désormais sur le pilote japonais. Le pilote japonais sous licence française, on le rappelle. Nail a exactement le même rythme que Slater, c'est impressionnant. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, Théo Final a peut-être gardé ses pneus neufs pour cette course-là, finalement. C'est un peu surprenant. C'est un peu surprenant. Mais en tout cas, Théo Final, là, il va marquer des très gros points pour le championnat. Encore une fois, c'est dommage, vu qu'il ne fait que les 2 premiers meetings. Ensuite, il laissera sa place à un autre pilote.
Alors après, Naël est le plus rapide de 2 dixièmes. On peut imaginer que peut-être qu'il attaque, il attaque plus que Freddy Slater, qui lui est plus en gestion de course. En tout cas, il y a beaucoup moins d'écart. Hein. Gilter est beaucoup plus proche de Gilter que comparé à la course 1 où vraiment Slater avait mis une pilule à tout le monde. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette bataille-là? Est-ce que c'est... Il y a une ART, c'est Canatoli. Canatoli face à Aaron Cameron pour la 10e position. Dans les échappements toujours de Reza Sirohotun. Canatoli, le pilote japonais, qui va essayer de passer à l'extérieur. Oh, Aaron Cameron qui va être bloqué par Sirohotun. C'est dommage que ça finisse comme ça, l'accrochage. L'accrochage entre Canatoli et Aaron Cameron. Et c'est Jack Beaton et Enzo Dellini qui ont profité. Ils vont entrer dans les points comme ça. Alors qu'il y a une bataille pour la 5e place, Ernesto Rivera qui n'a plus de pneus, on est entré dans le dernier tour et Brando Badoer, le pilote McLaren va peut-être pouvoir prendre le meilleur sur le pilote Red Bull. On est dans le dernier tour, il y a encore des opportunités de dépassement. C'est dommage, Canatoli avait vraiment très bien géré le coup et en fait Aaron Cameron s'est retrouvé un peu bloqué au final, hein, derrière Sirohotun. C'est dommage, du coup ça fait entrer Enzo Dellini dans les points. Aaron Cameron a l'air de toujours rouler. Alors ça c'est... Il doit avoir des dégâts. Hein. Il y a peut-être que Beaton et Dellini peuvent aller le chercher. Et Taito Kato, il a refait la jonction avec Badoer et Rivera. Il reste encore une bonne moitié de circuit. Ça peut le faire. Hein. Ça peut le faire. Hein. Merci, est-ce que les écuries de F1 surveillent la Frémec? Oui, carrément. Carrément. Alors évidemment, on donne beaucoup plus d'importance au vrai championnat, à la Freca ensuite, mais quand même, mais oui. Il y a beaucoup d'académies qui envoient les pilotes en Frémec pendant l'hiver pour se former, pour y rouler, pour avoir des points de super licence très précieux aussi. En attendant, Freddy Slater, il s'envole vers la victoire. Peut-être qu'il s'envole déjà vers le titre. C'est certes un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, l'ultra favori a répondu présent dès le premier meeting. Double pole et donc double victoire pour le pilote britannique de 16 ans. Splendide victoire de Freddy Slater qui va franchir la ligne d'arrivée en vainqueur 3 secondes devant Evan Gilter. Nouveau podium pour le pilote français qui lance sa saison 2025 de façon... j'ai envie de dire presque on ne peut plus parfaite, en tout cas, et voilà, il est là où il doit être. Oh, attention, Ernesto Rivera, la défense, il est un peu limite face à Badoer, et du coup, Taito Kato va avoir une meilleure réaccélération. Est-ce que Taito Kato peut arracher la 6e position face à Brando Badoer? Ça va se jouer sur la ligne d'arrivée. Je pense que Badoer est passé devant, malheureusement. Taito Kato qui va devoir se contenter de la 7e place pour 2 centièmes, pour 16 millièmes de seconde. Alors que Aaron Cameron, oui, Aaron Cameron, il avait des dégâts, il a perdu des positions et donc Enzo Dellini va terminer en 11e position et Aditya Kulkarni en 12e position va accrocher un point. C'est extrêmement inattendu, on va dire. C'est complètement inattendu de voir ce pilote dans les points. Et les derniers pilotes franchissent la ligne d'arrivée. Et ben on se sera pas ennuyé, hein. On ne se sera pas ennuyé. Pour un circuit qu'il connaît pas, c'est vraiment bien pour Gilter, mais j'irai encore plus loin. Et Gilter, alors il a certes fait un double podium, mais c'est aussi il découvrait le circuit, il découvre le championnat. Je vais pas dire il découvre le moteur, ou en tout cas voilà, il découvre les pneus. Enfin, en tout cas, il découvre le moteur Alfa Romeo puisqu'il a juste eu l'expérience de Macao, on va dire, contrairement à certains pilotes qui avaient déjà fait la Formule régionale Moyen-Orient. Et surtout, beaucoup plus important, ART découvre le championnat, découvre le circuit. C'est une excellente performance de la part de toute l'équipe ART, puisqu'on voit d'ailleurs les 3 voitures ont le rythme. Hein. Canatoli a gagné la course 2, Taito Kato a été 3 fois dans les points. Voilà. Écoutez, on ne se sera pas ennuyé. Alors, un petit regret finalement que Théophile Naël, malgré son rythme sensationnel, échoue finalement à la porte du podium, mais quand même excellente course. Peut-être si je devais désigner mon pilote du jour, personnellement, ça serait Théophile Naël. Là, j'ai envie de faire un commentaire à la F1 24 avec Jacques Martin non, Jacques Villeneuve. Mais non, Théophile Naël qui a vraiment fait les dépassements quand il le fallait. Imaginez si l'Africa avait de meilleures voitures. Oui. Ouais, on verra 2026, hein, 2026 normalement il y aura une
deuxième génération de formule régionale qui arrivera. Ça va un peu redistribuer les cartes. On vit une fin d'ère hein, au niveau de la formule régionale. Il y a beaucoup de choses qui vont changer avec la FRECA qui devrait se scinder ou en tout cas perdre en tout cas le soutien d'Alpine au moins. Donc voilà, il y a des choses qui vont changer. En tout cas, c'est pas le problème pour Freddy Slater, splendide vainqueur devant Evan Gilter et Jesse Carrasquedo. Quelle belle histoire aussi pour Jesse Carrasquedo hein, qui avait dû arrêter sa carrière pour des problèmes de santé et qui là décroche un podium. Jesse Carrasquedo qu'on devrait revoir normalement en Formule 3, ça n'est pas encore été confirmé, mais il y a des discussions avec X Racing. Slater, il a déjà été annoncé en FRECA chez Prema, où il sera évidemment le gigantesque favori, et Evan Gilter, donc deuxième. Là, franchement, absolument rien à redire sur sa course. Évidemment, je pense qu'il avait des regrets sur la course 1 où il s'était fait passer par Rachid Al-Daïri sur le premier tour. Là, honnêtement, franchement, chapeau bas, rien à redire. Du très très haut niveau d'Evan Gilter. Est-ce qu'il pouvait prétendre à mieux? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, en découvrant les circuits, contrairement à Slater qui a déjà fait la F4 Emirati, en découvrant les circuits, avec une équipe qui découvre les circuits, aussi franchement du très très haut niveau. Alors qu'attendez, je vais remettre un tout petit peu en arrière pour revoir l'incident entre Ugo Chukwu et Al-Daïri au départ. En fait, il est là, Rachid Al-Daïri. Ouais, vous voyez ma souris? Ouais. Rachid Al-Daïri est la voiture bleu ciel. Ugo Chukwu, il est juste derrière. Attendez. Hop. Alors, il y a Ugo Chukwu qui tente de se décaler puisque Carrasquedo a complètement foiré son départ. C'est exceptionnel que Carrasquedo ait réussi à finir sur le podium avec un départ aussi catastrophique. Donc, Ugo Chukwu, il tente de se décaler pour éviter Carrasquedo qui est très lent. Et du coup, en fait, oui, voilà, en fait, l'incident, il est déjà là. L'incident, il est déjà là. Ugo Chukwu pète son aileron avant sur le pneu arrière droit de Rachid Al-Daïri. À partir de là, la course des deux pilotes est ruinée. Il sera aussi en GB3, Freddy? Non, a priori, peut-être pas finalement, ou alors peut-être juste une campagne partielle avec Rodin, un peu comme Ugo Chukwu l'avait fait l'an passé, mais a priori non. Et d'ailleurs, Prema qui sera aussi en GB3 avec Argenti Racing n'a pas annoncé Slater dans son line-up. Ils ont annoncé d'ailleurs Reza Tiaouroutoun, c'est pour ça qu'on le retrouve chez Prema, chez Mumbai Falcons by Prema cet hiver. Ils ont aussi annoncé Yuan Pukui, un jeune pilote de Mercedes chinois, et Lucas Flucha, le petit frère de Lorenzo Flucha, pour ceux qui connaissent, qui regardent l'endurance notamment. Donc oui, attends, merci pour le classement Xeland 4. Donc évidemment, sans surprise, j'ai envie de dire, Freddy Slater en tête du championnat avec 74 points. Je vais même en profiter. Est-ce que peut-être on peut avoir déjà une belle présentation toute faite sur Wikipédia? Ça serait merveilleux. Ouais, c'est peut-être un peu trop tôt, je me suis peut-être un peu emballé. Freddy Slater, 74 points, Gilter, 48, déjà en deuxième place du championnat. Et voilà, Voilà, il faut continuer comme ça, c'est du très très bon boulot d'Evan Gilter. Théophile Nael, alors évidemment, je pense que Théophile Nael, son résultat est un petit peu gonflé par la course sprint, à grille inversée, la course 2 où il fait deuxième. Mais en attendant, Théophile Nael, oui, il mérite complètement d'être facilement dans le top 5 du classement. Il a fait une course 3 de très très haute volée. On a ensuite Badoer 37, Canatoli 34, Riveras, c'est bizarre de le voir seulement en 6ème avec 30 points, Delini 28, Al-Daïri 26, Carrasquedo 22, Cato 19. Bon, et là je repense aux commentaires, je crois, d'Homero 142 qui nous disait ouais, c'est un peu bizarre que il y ait autant de points pour la course 2 que pour la course 1 et 3. C'est vrai que ça gonfle un peu les performances, notamment de Canatoli, qui honnêtement, c'est un peu n'importe quoi qu'il soit à 14 points de Gilter et qu'il ait presque le double de points de Taito Kato. Est-ce qu'il y aura un débrief du week-end? Non, pour la simple et bonne raison que malheureusement je bosse lundi soir jusqu'à assez tard et que le week-end prochain, le week-end de course, là, le deuxième week-end, c'est mercredi, jeudi. Alors, je vais essayer de vous en parler sur Twitter, sur Blue Sky, etc. Mais les courses se font en pleine semaine. Me demandez pas exactement pourquoi, je crois que c'est pour des choses un peu logistiques, etc. Mais d'ailleurs, frérot, le caméraman, les courses seront mercredi et jeudi, ça sera aussi sur le circuit de Yas Marina, mais sur un circuit modifié, sur la version raccourcie,
Pour ceux qui avaient suivi notamment les péripéties d'Isaac Adjar ou de Pierre-Louis Chauvet en 2021 sur ce même circuit, c'est des choses... c'est un circuit, c'est une version un peu courte du circuit qui est utilisé. Bon, écoutez, on va pas mettre toutes les interviews, mais regardez le calendrier, voilà, 22 et 23 janvier, donc voilà, 22 et 23 janvier, les courses, et j'ai le plaisir de vous dire que, comme par hasard, j'ai un jour de congé le jeudi. Ça alors, donc qu'on streamera les courses du jeudi, ou en tout cas au moins l'une des deux courses du jeudi. Donc voilà, mais il n'y aura pas de preview ou de débrief puisque bah voilà, c'est un week-end assez particulier, mais voilà, avec des courses qui sont mercredi et jeudi, ça va changer un petit peu l'organisation des choses. Et donc voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à suivre ce live. C'était un plaisir tout simplement de revoir les formules de promotion, de revibrer. L'air de rien, on a vécu un double podium d'Evan Gilter. On n'a pas vécu en direct les podiums de Naël et de Deligny, mais quand même, on a vécu une excellente course de Théophile Naël. Et je suis d'accord, attendez, avec Kimi63 qui résumait le week-end avec Naël et Gilter au top, Deligny déçoit encore si on doit résumer le week-end français. On va espérer qu'il y ait un réveil, un retour en forme d'Enzo Deligny assez rapidement, peut-être dès mercredi, dès jeudi, avec ces courses sur le circuit raccourci de Yas Marina. En attendant, passez à tous une très bonne soirée. On se retrouve à très bientôt sur Twitter, sur Insta, sur Feeder Series, sur YouTube. La rediffusion arrivera très rapidement sur TikTok, sur Blue Sky. Et écoutez, à très très bientôt pour suivre ensemble les prochaines courses de Formule Régionale Moyen-Orient. Bye bye.